Merci en tout cas à toutes et à tous d'être présents pour cet atelier. Donc, on a organisé entre le SJ Pro et Science Feedback. On vous racontera un peu qui on est ensuite. Déjà, je me présente. Donc, Claire Pelletier, moi je dirige le SJ Pro Média. Donc, c'est la branche formation continue de l'ESJ Pro, qui est un organisme de formation des journalistes qui est désormais 100% filiale du groupe Centre France. Ce groupe Centre France qui édite notamment La Montagne, Le Populaire du Centre, l'Écho Républicain, le Journal du Centre, enfin plein de journaux de ces territoires-là de la France. Moi, initialement, j'ai une formation de journalisme, et puis après, j'ai longtemps rédigé, créé des contenus pour des institutions de santé, notamment ministère de la Santé, INSERM, Haute Autorité de Santé, pour des syndicats de médecins, pour des associations de patients, pour l'Institut Curie, pour la Fondation Recherche Médicale. Donc je connais ce secteur de l'écriture en santé. Et puis j'ai ensuite, entre autres, rejoint Expertise Climat, qui est une association dont on parlera, qui vise à mettre en relation les chercheurs et les journalistes sur tous les enjeux environnementaux. Je laisse la parole à Emmanuel et à Sophie pour se présenter. Et puis ensuite, Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Emmanuel Vincent. De formation, je suis un scientifique du climat. Donc je viens vraiment du monde de la physique, de la mécanique des fluides et ce genre de choses, donc pas du tout de journalisme. Mais j'ai été sensibilisé au problème de la désinformation dans le domaine de la science du climat, puisque c'était mon domaine. Et c'est de cette manière-là que j'en suis venu à faire l'activité qui est aujourd'hui hébergée par l'association Science Feedback. Et donc, pour le dire rapidement, même si je vais l'illustrer plus en détail par la suite, notre association est une association de scientifiques qui luttent pour une information de meilleure qualité dans les médias et sur les réseaux sociaux notamment. Et ce que nous faisons, c'est de vérifier des informations virales, d'expliquer ce qui peut être faux ou trompeur quand c'est le cas. Et nous faisons aussi des études sur la quantité d'informations fausses ou trompeuses que l'on peut trouver dans les médias et sur les réseaux sociaux, donc les principaux véhicules d'accès à l'information pour le public. Voilà, et je vais vous détailler certains des résultats que l'on a eus par la suite. Bonjour, je suis Sophie Merle. Je suis la directrice de l'ESJ Pro Campus, l'École supérieure de journalisme de Montpellier. Alors, on n'est pas seulement à Montpellier, on est aussi à Lille et à Clermont-Ferrand. On appartient au même groupe, le groupe Centre France, et ses 8 quotidiens nationaux. Donc, c'est une école qui rassemble 200 étudiants en licence, en master et aussi en alternance. J'ai la charge de cette école depuis 1 an et demi. Auparavant, et c'est aussi en tant que telle que je vais intervenir aujourd'hui, j'étais rédactrice en chef au JT d'M6. Et ma dernière mission à M6, c'était de créer le pôle digital, donc les réseaux sociaux, les fameux réseaux sociaux, et qu'est-ce qu'on y met, et comment on informe sur les réseaux sociaux au sein de cette chaîne. Voilà. Donc, je vous donnerai quelques conseils, ou en tout cas, je partagerai des réflexions issues de mon expérience des JT et du direct. Comment on gère le direct et face à des acteurs qui peuvent livrer de la désinformation. Voilà. Alors pour démarrer, on voulait mettre en avant, en réalité, vous poser la question, en tout cas faire en sorte que vous vous posiez chacun la question de combien de fois au cours des dernières semaines, derniers mois, vous vous êtes retrouvés perplexes face à une information scientifique sur l'environnement, en santé, que vous auriez vu, parcouru dans les médias, sur les réseaux sociaux, et idem, dans votre fort intérieur, vous demandez à combien de reprises vous vous auriez souhaité, ou en tout cas eu l'intention, en première intention, de le publier ou de le partager. Mais il se trouve que, plutôt que de vous poser la question et de faire un peu ce côté fastidieux, surtout que c'est la digestion, j'ai trouvé un schéma notamment qui est paru dans le baromètre, fameux baromètre annuel La Croix, Verian, La Poste, sur la confiance des médias, qui paraît donc début janvier chaque année, et qui explicitement propose une slide à formuler cette question auprès de pas mal de Français, et qui révèle donc ce chiffre, à savoir que 51% des Français effectivement se sont trouvés confrontés à une information fausse, ou en tout cas qui les a rendus perplexes sur les réseaux sociaux, dans les médias. Alors 51% sur les réseaux sociaux, comme vous le voyez, 40% ça provenait de la télévision, 37% Internet et les sites de la presse nationale, 30%, toujours un peu mieux la radio, c'est constant dans les baromètres, 30%, et puis presse écrite, là quand ils disent presse écrite, je pense que c'est plutôt presse papier, 27%.
Donc voilà, c'est un peu en introduction, vous illustrez l'ampleur de ce défi informationnel dont on va parler, et en particulier dans les domaines de l'environnement et de la santé, et plus largement dans la science. On a 3 chiffres là qu'on a voulu mettre en avant qui, là aussi, montrent cette difficulté. Donc, c'est la Fondation Jean Jaurès. Déjà, il y a énormément de baromètres et d'études et de sondages sur les enjeux de désinformation aujourd'hui. On en trouve presque tous les 4-5 jours. Mais en tout cas, ceux-là nous ont semblé intéressants parce qu'ils illustrent chacun un pan différent. En particulier, donc, celui de la Fondation Jean Jaurès qui montre que 53% des Français ont déjà désormais du mal à distinguer une vraie d'une fausse information. On a le Reuters Institute qui est un peu plus large à l'échelle européenne qui montre que 57% des citoyens sont exposés régulièrement à des infos trompeuses sur le climat. Et puis on a une étude dont Emmanuel nous parlera ensuite qui, elle, s'intéresse en particulier notamment à la santé, et qui montre que la désinformation en santé, c'est la catégorie dominante, enfin la santé est la thématique qui incarne le plus ou qui suscite le plus de désinformation sur toutes les plateformes, avec ce chiffre de 43%. Ceci étant posé, et c'est simplement pour vous montrer quelques chiffres en fait, qui révèlent la difficulté, la difficulté à laquelle on fait face. Ce qu'on voulait vous proposer, c'était rapidement un petit jeu un peu fictif à travers 3 exemples de graphiques ou de propos qu'on aurait pu trouver dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Premier exemple, donc, c'est ce graphique qu'on retrouve dans une revue qui s'appelle Contrepoint, qui est assez facile à trouver sur Internet dès qu'on cherche des informations sur le réchauffement climatique, et qui montre, donc ça a été fait par un auteur, qui est en l'occurrence H16, mais qui se targue de propos scientifiques, et qui montre un extrait d'un graphique donc, censé représenter le fait que finalement, depuis 1997, les variations de température ne montrent aucune augmentation. Et je vais vous dire après pourquoi est-ce que, en tout cas, je vais vous poser la question, pourquoi est-ce que ce qu'ont en commun finalement ces 3 exemples. Autre exemple, c'est ce qu'on pourrait très bien trouver, alors pas explicitement tel que formulé, mais en tout cas dans un magazine ou dans un site internet, c'est 2 citations qui, l'une émane de Valérie Masson-Delmotte, c'est quelqu'un qui doit vous parler, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, donc paléoclimatologue, coprésidente du groupe 1 du GIEC. Donc le groupe 1, c'est le premier rapport du GIEC qui formule le constat physico-chimique finalement du réchauffement climatique. Voilà, scientifique émérite, CEA, etc. Et puis la deuxième citation, elle émane de Richard Lindzen, un ancien professeur de météorologie au MIT, aux États-Unis, et qui par ailleurs se trouve être le signataire de cette déclaration mondiale sur le climat qui a été publiée en 2022. Voilà, donc quand on est face à ce type de coexistence de 2 citations, on peut légitimement se poser la question de qui est le plus légitime finalement pour parler de réchauffement climatique. Et là aussi, je vous demanderai après pourquoi on en a parlé. Et puis là, 3e exemple très commun qu'on trouve sur Facebook, c'est Christian Perron, qui est désormais l'une des incarnations de la désinformation sur le Covid. Post qui a fait évidemment des milliers, voire des millions de vues, et qui est censé révéler le fait que des dossiers JFK récemment publiés aux USA pourraient révéler donc le rôle du Pentagone. C'est pratique, c'est un combo, à la fois dans la maladie de Lyme et dans le Covid. Donc on est pas mal. Et en fait, je voulais vous poser la question, à votre avis, qu'est-ce que ces 3 exemples ont en commun ? Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous y voyez en tout cas quelque chose, des similitudes dans ces 3 manières de parler de la science ou de parler de santé ou de parler d'environnement ? Je vous donne la réponse aussitôt. Sinon, c'est un peu, encore une fois, on est dans la digestion, c'est un peu... Moi, ça m'agace quand on me pose des questions, donc je sais pas. En fait, l'un des points communs, c'est que ces trois propos, ces 3 schémas, ces citations, etc., finalement relèvent de ce que John Cook, qui est un chercheur australien, qui est spécialiste des sciences cognitives, des sciences de l'information, des sciences de la communication, et qui a beaucoup travaillé sur les enjeux climat, justement, et sur la désinformation sur les enjeux climatiques. Donc lui, il a théorisé ces procédés un peu de la désinformation
sous un acronyme qu'il a appelé FLIC, pour que ce soit facile de s'en souvenir. C'est de l'anglais, donc au final on l'a traduit, mais derrière c'est des mots anglais, la sémantique anglaise. F pour faux experts. Donc effectivement, l'une des méthodes de la désinformation, l'une des techniques, c'est de mettre en avant des voix minoritaires qu'on présente, ou en tout cas des voix, qui sont minoritaires ou qui ne sont pas très légitimes, et de les présenter comme des autorités scientifiques légitimes. Donc là, c'est le fameux exemple, par exemple, des 2 citations juxtaposées, où en fait, le deuxième, Linson, il est plus du tout, il est ancien professeur de météorologie, il est plus du tout, il ne publie plus. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas publié cette déclaration, qui semble être une déclaration avec une forte légitimité. Elle est en réalité extrêmement contestée. Dedans, il n'y a que des gens qui ne sont pas climatologues qui l'ont signée. La plupart du temps, aucun d'entre eux n'est légitime sur la question. Donc en fait, c'est vraiment ça le F de faux experts. Ensuite, il y a le L de logique défaillante. Effectivement, à partir de 2 faits vrais, on va en tirer une conclusion qui est fausse. En l'occurrence, par exemple, si le CO2 représente 0,04% de l'atmosphère, le fait que son taux augmente dans l'atmosphère, c'est donc pas un problème, alors que le problème du réchauffement climatique, c'est pas forcément un problème de volume de CO2, mais de densité. Donc en fait, voilà, il y a des conclusions qui sont faites à partir d'affirmations et qui sont mises en relation alors que c'est pas légitime d'un point de vue scientifique. Le I, c'est le impossibilité invoquée. Donc là, en l'occurrence, on va aller de plus en plus vers des discours qui ne vont pas remettre en cause, et on en reparlera avec Emmanuel, le réchauffement climatique, mais qui vont tendre à différer les mesures qui doivent être mises en place pour lutter contre ce réchauffement. Donc on va être dans du climato-retardisme. Le cherry picking, là c'est très courant cette technique-là. C'est typiquement ce qu'on a vu là, c'est-à-dire on prend la partie pour en décider le... C'est-à-dire en gros, on va prendre une partie d'un graphique, en l'occurrence, et en plus là, les chiffres sont probablement faux, enfin bon, admettons qu'ils soient vrais, même dans la mesure où... Enfin, même s'ils étaient vrais, en fait, on va prendre un extrait de cette courbe pour montrer ce qu'on cherche à montrer. Donc là, c'est vraiment en ça qu'on appelle ça du cherry picking, c'est-à-dire c'est orienter une sélection pour servir une conclusion qu'on veut déjà préétablir dans le débat. Simuler un débat là où il n'existe pas aussi. Et le dernier qui est très connu, c'est évidemment les conspirations. Donc là, c'est le poste de Christian Perron, on est carrément là-dedans. C'est évidemment le consensus scientifique qui serait présenté comme le résultat d'un complot ou d'une propagande organisée. Donc voilà, cet acronyme, il est assez pratique il est assez facile de s'en souvenir. Et du coup, ça permet, quand on fait du fact-checking de façon un peu comme un journaliste, c'est-à-dire assez rapide après avoir vu une info, ça permet d'avoir d'ores et déjà un réflexe qui s'active dans le cerveau et c'est une manière assez simple. L'autre point commun entre ces 3 images présentées au début, graphiques, post, etc., ce que je vous ai montré, c'est qu'on active effectivement 2 terrains qui sont les terrains de la désinformation en majorité. La santé, parce qu'on a des personnes derrière qui sont fragilisées, qui sont vulnérables. Et donc on va venir là sur un terrain où on sait qu'on va trouver des personnes qui vont être réceptives à des messages qui leur font. On verra après qui activent des processus de biais de confirmation, biais d'autorité, qui vont faire plaisir ou qui vont rassurer surtout. Et puis l'autre domaine, c'est le climat, où effectivement là on n'est pas forcément que sur du ressort émotionnel, même si ça peut jouer, mais on peut aussi être sur du ressort intellectuel. Là les efforts semblent abstraits, semblent lointains, les solutions parfois difficiles à mettre en œuvre, et donc ça va effectivement faciliter des discours climato-retardistes par exemple. Et on voit qu'aujourd'hui ils sont ces discours absolument majoritaires dans les revendications qui sont présentes, les revendications dénialistes qui sont présentes sur les vidéos YouTube qui concernent ce sujet. Et puis peut-être plus généralement, au-delà de santé et environnement, c'est ce qu'on voulait en dire 2 mots peut-être avec Emmanuel, le fait que la science et le doute scientifique, la méthode scientifique, en fait, elle est propice finalement à la désinformation parce qu'elle est mécomprise, parce qu'on fait mal, on comprend mal ce que signifie ce doute, cette méthode scientifique. Peut-être là-dessus... Rapidement, je pense que ça vaut le coup effectivement de redéfinir vraiment une très rapide introduction de l'épistémologie, de ce qu'est la science et de ce qui nous permet de nous approcher de la compréhension de la réalité. C'est ça la méthode scientifique. Alors, en fait, la base de la méthode scientifique, c'est de comparer des hypothèses face à une observation et donc de mettre
toutes les hypothèses que l'on peut avoir en tête. Par exemple, pour expliquer le réchauffement climatique, on observe quelque chose, et donc on va lister toutes les hypothèses possibles. Est-ce que c'est lié au CO2? Est-ce que c'est lié au soleil? Est-ce que c'est lié à d'autres facteurs? Et ensuite, d'aller voir si ces hypothèses, on va trouver des observations qui viennent les confirmer. Et donc, il faut ensuite lister toutes les observations possibles et se dire, si cette hypothèse est vraie, alors est-ce que j'aurais observé ceci ou cela? Et la méthode scientifique, finalement, c'est ce qui nous permet de synthétiser toutes les observations et de manière quantifiée, de dire l'hypothèse 1, c'est celle-là la plus probable. Et on a pu voir que l'hypothèse 2, finalement, l'hypothèse par exemple du réchauffement solaire, elle ne correspond pas aux observations. Et donc c'est cette démarche-là que l'on fait, c'est donc incrémental. On va chercher une observation, puis une autre, et petit à petit, on renforce notre compréhension, on va dire, ok, c'est cette hypothèse-là qui est la plus probable. Mais on n'arrive jamais à 100% à une vérité absolue. On est toujours sur quelque chose, même si on peut être avec une confiance de l'ordre de 99,99, ce qui est, voilà, pour nous, tous les jours, on va dire que c'est la vérité. Voilà, il reste toujours une petite part de doute, un petit peu de place pour améliorer, raffiner. Et c'est ça qui est exploité dans la désinformation. Exactement. C'est là-dedans que la désinformation s'engouffre. Rapidement, parce que ça, c'est des choses que je pense vous connaissez déjà, mais en tout cas, rapidement, qui orchestre, qui relaie, on connaît aujourd'hui, c'est documenté, il y a plein d'études scientifiques, mais il y a aussi pas mal de travail de journalistes qui a été fait sur ce sujet, comment la fabrication du doute se prépare, s'organise, que ce soit en santé, on a eu beaucoup d'informations sur les lobbies du tabac, on a aussi les énergies fossiles dont on sait qu'elles financent notamment des think tanks qui visent à instaurer du doute. On peut citer le cas des industries agroalimentaires qui parfois financent des études qui minimisent les liens entre alimentation et maladie. Et puis, on sait aussi à quel point les fabricants de compléments alimentaires peuvent financer des influenceurs santé qui peuvent là aussi, on ne va pas forcément être sur de la désinformation, on y reviendra après, mais en tout cas sur des affirmations qui sont à minima trompeuses. On peut aussi citer dans cette orchestration de la désinformation et de la mésinformation les acteurs politiques et idéologiques, et ça on y a évidemment de plus en plus, on y est de plus en plus confronté. Donc voilà, vous voyez, campagne d'ingérence étrangère, des influenceurs complotistes, la montée du populisme politique aussi qui surfe sur ces narratifs du doute. Et puis, les amplificateurs involontaires, donc on va en parler plus longuement avec Emmanuel ensuite, les médias, les algorithmes des réseaux sociaux, on sait, ça aussi c'est documenté, que les comptes trompeurs génèrent plus de réactions que les sources fiables, et potentiellement nous toutes et tous, on peut aussi contribuer à la mésinformation et à la désinformation en relayant des informations infondées. Pourquoi ça fonctionne là aussi rapidement? Parce que je pense que c'est des choses que vous avez déjà vues. Mais on sait que ça active. Et là, on a aujourd'hui pas mal de chercheurs en sciences cognitives qui travaillent sur ces sujets et qui montrent dans leurs travaux comment ces narratifs trompeurs vont effectivement activer des biais, que ce soit des biais de confirmation, on mémorise des informations qui confirment ce qu'on croyait déjà, que ce soit des biais d'autorité, on va aller choisir l'expert qui conforte notre appartenance identitaire, ce à quoi on a envie de croire plutôt qu'une méthode scientifique. Le déni aussi qui agit comme un bouclier contre une réalité qu'on perçoit comme trop compliquée, trop difficile, trop angoissante. Je cite là juste une chercheuse qui est une jeune chercheuse à Sciences Po qui s'appelle Mélusine Boonfaller, qui est chercheuse en sciences cognitives, qui publie là-dessus, qui s'intéresse beaucoup à ces sujets, qui vient il y a un bouquin qui vient de paraître dans les librairies là, de sa part sur ce sujet. Et puis voilà, les facteurs aggravants exogènes, on le sait, là aussi on ne va pas non plus trop s'étendre, manque de culture scientifique parmi les journalistes, je crois qu'il y a eu un atelier ce matin sur ces sujets-là, dans le grand public évidemment. Tout ça corrélé à une perte de confiance dans les institutions, dans les médias, la montée de l'IA qui vient là aussi accélérer ces phénomènes, des acteurs scientifiques et une communication scientifique qui est parfois un peu à la traîne, qui n'a pas forcément les bons procédés, les bons formats pour aller chercher les publics notamment les publics qui s'informent sur les réseaux sociaux, et puis qui sont aussi des scientifiques harcelés, diffamés. Enfin, c'est une réalité aujourd'hui. Je vais juste prendre un exemple très récent. Un Kevin Jean, qui est un épidémiologiste qui travaille sur les enjeux de lien entre la santé et le réchauffement climatique.
a été interviewé par Mathilde Munoz sur France Inter. C'était très tôt le matin, parce que Mathilde Munoz, ça doit être 5h, 7h, 4h, 7h, je ne sais plus. En bref, il était 6h45. Et il a justement fait le lien entre le réchauffement climatique, les canicules et les problèmes de santé, notamment les problèmes de féminicide et de violences sexistes et sexuelles qui sont plus documentés, qui sont plus forts en fait dans les périodes de canicule pour des tas de raisons qu'il peut expliquer. Et en fait, derrière, il s'est pris, comme on dit, un shitstorm, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Il a vraiment eu, notamment sur Twitter X, vraiment des commentaires haineux qui se sont abattus sur lui et sur son travail. Donc voilà, c'est une réalité aujourd'hui, le harcèlement et la diffamation pour les chercheurs. Petit bémol et petit signe quand même un peu plus positif, il n'en reste pas moins que les chercheurs, dans toutes les études et tous les baromètres aujourd'hui, sont parmi les interlocuteurs sur ces enjeux-là, environnement, santé, sciences, les plus dignes de confiance aux yeux des Français dans tous les sondages. Malgré tout, les chercheurs restent assez hauts, beaucoup plus hauts que les journalistes d'ailleurs. Donc voilà, c'est quand même avoir quand même quelques paroles un peu rassurantes sur ce sujet. Et peut-être pour finir là-dessus, avant qu'on enchaîne ensuite, que je donne la parole à Emmanuel, sur ces mots de la désinformation, parce qu'il y a plein de termes qui se baladent dans le débat public et on ne sait pas toujours quelle est leur définition, donc ça nous semblait intéressant de revenir un tout petit peu là-dessus avant d'enchaîner. C'est des définitions qui ont été posées par des chercheurs dans le cadre d'un rapport qui est paru en 2017 pour le compte du Conseil de l'Europe. Mais depuis, il y a eu d'autres définitions qui ont été proposées, donc ça vaut le coup de les revisiter, ces termes, et puis on peut aussi s'en éloigner. Je sais qu'il y a Arnaud Mercier qui est là, je crois en ce moment aux Assises, enfin qui en tout cas est dans le comité éditorial des Assises et qui est professeur de sciences de l'information, qui lui a publié un bouquin récemment sur ce sujet d'ailleurs, et il propose une autre définition de certains termes, donc voilà, ça vaut le coup aussi de les challenger, ces définitions, mais en tout cas, mes informations, ce qu'on entend aujourd'hui par mes informations, c'est tout ce qui est information fausse, trompeuse, mais créée ou partagée de manière non intentionnelle. La désinformation, là, c'est à peu près la même chose, mais c'est disséminé de manière intentionnelle par des acteurs qui connaissent le caractère trompeur de l'information et souvent dans des buts mercantiles, politiques, ce dont on a parlé avant, idéologiques, etc. La malinformation, là, c'est une information vraie, mais qui va être utilisée, détournée avec l'intention de nuire. On la trouve souvent dans le débat politique, d'ailleurs. Par exemple, je ne sais pas, enfin, j'ai pas d'exemple en tête juste, mais ça me vient pas. Mais après, tout ce qui est infox, fake news, ça c'est le terme communément utilisé de façon un peu générique pour désigner indifféremment toutes ces fausses informations. Donc c'est pas finalement un terme très intéressant, très précis. Et puis là, Emmanuel va en parler. Ces narratifs de désinformation, c'est les messages qui sont sous-jacents et communs à de nombreux cas individuels de mésinformation. Donc c'est en fait, je te laisserai la parole là-dessus. Alors, merci pour les définitions. Effectivement, ça va être utile pour que vous puissiez naviguer ce dont je vais vous parler par la suite. Mais tout d'abord, je vais vous présenter des études que nous avons réalisées sur les réseaux sociaux et sur les médias. Et donc, une des choses qui justifie pour nous de regarder ces vecteurs-là, c'est le fait que ce sont les vecteurs principaux d'accès à l'information pour le public. Alors, c'est les vecteurs que l'on peut observer. Le bouche à oreille, c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à étudier. Mais pour ce qui est des médias traditionnels, même s'il y a une chute, il y a encore toujours 60% des Français qui s'informent sur la télé, alors que ce chiffre était de 84% il y a 12 ans. Donc, il y a quand même un phénomène assez important de chute des audiences, mais on reste sur un niveau assez élevé. En contraste, les réseaux sociaux, ils ont au contraire une dynamique d'augmentation de l'audience, avec 37% des Français qui aujourd'hui disent s'informer en utilisant ce moyen-là, et avec des phénomènes assez intéressants d'émergence de sortes de médias, puisque des influenceurs, je donne juste un exemple ici comme Hugo Décrypte, qui est suivi par 22% d'une catégorie d'âge, des jeunes, on va dire de manière générale, je pense les moins de 25 ans, et donc il va devenir une sorte de média, de paroles connues par toute une catégorie de la population. Donc, ce sont les deux médias d'accès à l'information les plus importants, et c'est ce qui justifie pour nous de les étudier. Maintenant, de plus en plus, il y a un accès à l'information qui se fait par les modèles de langage, les chatbots. Pour l'instant, ce n'est pas forcément énorme, 4% des Français, mais encore une fois, si on regarde chez les moins de 35 ans, il y a 12%. Et évidemment, le chiffre était 0 il y a 2 ans, par exemple.
puisque ça n'existait même pas. Donc voilà, on voit une dynamique très importante. On n'a pas encore étudié de manière approfondie ces chatbots, mais on doit le mettre sur le paysage pour le futur proche. Alors, la première étude dont je veux vous parler, c'est une étude que nous avons menée, Science Feedback, mon association, en collaboration avec Cota Climat et Data for Good, 2 autres associations françaises, dans laquelle ce que nous avons fait, c'est que nous avons regardé les 18 chaînes les plus vues et écoutées en France, donc typiquement TF1, CNews, enfin voilà, vous allez voir tous les noms, les radios et télé, qui sont le plus vues ou écoutées en France. Nous les avons monitorés, on va dire, sur une année complète, toute l'année 2025. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons classé toutes les séquences qui parlent de climat, toutes les séquences d'information, donc tout ce qui est divertissement, etc., on l'a pas regardé, même ce qui est documentaire, on ne l'a pas regardé, mais tout ce qui est information, tel que défini par l'ARCOM, on l'a fait passer dans un système de détection de mots-clés, dans un premier temps, pour savoir si ça parle de climat et d'environnement de manière générale. Ensuite, on a développé un modèle d'intelligence artificielle que l'on a entraîné avec de nombreux exemples pour aller détecter les cas probables de fausses informations. Et derrière, donc là, on a 80% de rappels, c'est-à-dire que ce modèle trouve 80% des cas. Et ça, on peut le tester sur des échantillons que l'on connaît. Et donc, on en rate forcément, c'est assez sûr, puisqu'il y a certains cas que l'on n'a peut-être jamais vus nous-mêmes et on n'a pas pu entraîner le modèle pour aller les trouver. Et par contre, ce que l'on a fait, c'est qu'on a toujours vérifié à la main des experts chez nous qui ont vérifié tous les cas, un par un, donc des milliers de cas qu'on a traités les uns après les autres, pour vérifier vraiment qu'il y a quelque chose de faux ou de trompeur et pour établir notre base de données de tous ces contenus-là. Et ensuite, ce que l'on a fait, juste sur la slide précédente, c'est de les regrouper en ce que l'on appelle, et ce qui vous a été défini précédemment, les narratifs de désinformation, c'est-à-dire les grands messages, puisque on a trouvé 665 cas sur l'année 2025, donc voilà, beaucoup plus de cas que ce que l'on est capable de traiter, d'expliquer un par un. Donc on a essayé de les regrouper pour pouvoir les expliquer de manière conjointe. Je veux bien si tu veux. Mais... Oui. Alors voilà ce que l'on a observé. Donc je mentionnais le chiffre de 665 cas sur l'année. Donc déjà, c'était une mauvaise surprise pour nous parce que ça nous a donné beaucoup de travail. On n'avait pas calibré notre budget sur autant de cas. Et donc, et surtout, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a autant d'informations problématiques dans les médias, ce qui allait un petit peu à l'encontre de notre a priori. On pensait que les réseaux sociaux, c'était pourri de fausses informations et que les médias étaient quand même beaucoup plus sûrs et ce n'est pas forcément le cas. Alors, si on agrège tous les médias, on observe qu'il y a aussi une temporalité. On voit qu'il n'y a pas des cas de manière identique chaque semaine. On a des pics. Par exemple, l'élection de Donald Trump a donné l'opportunité à des climato-sceptiques de venir s'exprimer, même dans les médias en France, ou alors il y a des traductions, etc. Et ensuite, on voit d'autres pics qui, dans une certaine manière, arrivent à se corréler à l'actualité, soit parce que, par exemple, il y a une canicule et on va parler de climatisation, et donc là, c'est l'opportunité de donner des chiffres qui sont faux, ou alors, et là, c'est vraiment le pic énorme de l'année, un débat à l'Assemblée et au Sénat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc là, il va y avoir beaucoup d'invités ou de faux invités qui sont en plateau et qui vont sortir des chiffres pour appuyer une politique ou une autre. Et là, ça donne beaucoup d'opportunités d'avoir des informations fausses et donc des choses que l'on a pu vérifier. Alors maintenant, si on regarde les différentes chaînes, vous pouvez voir à droite ici le nombre total de cas que l'on a identifiés. Ça, c'était sur les 8 premiers mois, mais bon, là, ça ne change pas forcément si on regarde les 12. Et donc, sur ces mois-là, le nombre de cas qu'on a pu identifier sur les différentes chaînes. Donc, vous pouvez voir, par exemple, que CNews sont les champions avec 140 cas sur l'année, suivi de Sud Radio, Europe 1, LCI et RMC ensuite. Donc voilà, déjà, on voit que ce n'est pas un phénomène homogène, avec plus de cas sur certaines radios et télé. Par contre aussi, si on divise par la quantité de couverture, c'est ça qu'il y a un autre graphique que vous pouvez trouver sur notre site, où on regarde pas juste le nombre de cas, mais le nombre de cas rapportés à la couverture médiatique. Et ce dont on se rend compte, c'est ceux qui en parlent le moins désinforment le plus, ou en tout cas ont le plus de fausses informations. En l'occurrence, Sud Radio et CNews, avec un cas de mésinformation toutes les 40 minutes de couverture climat,
pour Sud Radio et 1 cas toutes les heures pour CNews. Donc là, on est vraiment sur les extrêmes en termes de quantité de fausses informations. Donc, on va couvrir ce sujet vraiment sous un angle trompeur sur ces chaînes-là. Et dernière chose que l'on peut apprendre en regardant ce graphique, c'est la distribution par les locuteurs. Qui sont les personnes qui parlent, qui portent ces fausses informations? Donc on a essayé de savoir et de catégoriser, est-ce que ce sont les auditeurs qui posent des questions, des chroniqueurs ou des journalistes? Donc là, il y a une responsabilité éditoriale. Ou alors, est-ce que ce sont au contraire des invités ou des personnalités politiques? Auquel cas, ce n'est pas forcément, on va dire, la faute du média. Une faute éditoriale, c'est un problème différent. Et on voit que sur certaines chaînes, on va avoir des chroniqueurs, comme sur par exemple CNews, Europe 1, des chroniqueurs et des journalistes eux-mêmes qui représentent une part importante des cas. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment la ligne éditoriale du média qui va imprimer, qui va être à l'origine du problème, alors que sur des chaînes comme France Info Télé, là, on a beaucoup plus des personnalités politiques et des invités. Donc, ce ne sont pas les journalistes. Donc, d'une certaine manière, ils sont plutôt, et c'est ce qu'ils nous disent quand on les rencontre, victimes de leur obligation d'interviewer tout le monde et de leur incapacité parfois à répondre en direct aux informations qui leur sont présentées. Maintenant, qu'est-ce qui est dit dans toutes ces fausses informations? On a essayé de comprendre un petit peu tous ces cas, et c'est pour ça qu'on les a regroupés dans ce qu'on appelle les narratifs, les grands messages. Alors je tiens à bien préciser que ça, ce ne sont pas des affirmations telles qu'elles ont été faites en direct, donc ce ne sont pas forcément tous des affirmations fausses, ce sont des thématiques, mais toutes les informations que nous avons rattachées à ces thématiques sont des informations que nous avons individuellement vérifiées comme étant fausses ou trompeuses. Voilà. Ça ne veut pas dire que toute personne qui dit que les énergies renouvelables font d'une manière ou d'une autre augmenter le prix de l'électricité, c'est forcément de la désinformation. Donc, on a eu la caricature, évidemment. On a été couvert sur CNews. On nous a traité d'ayatollah de l'information, en particulier avec ce genre de raccourci. Voilà, donc nous, ce que l'on fait, c'est ici montrer simplement les thèmes de quoi ça parle, ces fausses informations. Et ce que vous voyez, c'est que les 6 premiers narratifs, ceux qui regroupent le plus de cas, ils ont pour cible, ils ont pour objet les énergies renouvelables, principalement. Donc c'est intéressant, ça correspond aussi à l'actualité. On discutait de programmation pluriannuelle de l'énergie, donc forcément, ce sont les thèmes qui ont été abordés. Ensuite, les politiques que peut mettre en place la France pour lutter contre le phénomène de réchauffement climatique. Donc jusque-là, on est encore sur ce qu'on appelle des solutions. Enfin, on n'est pas sur la science du climat en elle-même, mais on est sur qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour y répondre. Ensuite, on a des choses sur les mobilités, donc ZFE, voitures électriques, etc. Donc encore une fois, on n'est pas sur la science, mais on est sur les solutions. Et ensuite seulement, on commence à avoir des cas qui vraiment vont nier la science elle-même, l'origine humaine du réchauffement climatique, etc. Et donc, voilà, on a dans tout ce que l'on a classifié, 70% de fausses informations qui vont toucher l'énergie et au total 90% qui vont toucher les solutions de manière générale et seulement 10% sur la science en elle-même. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important, assez fort, dans le sens où, à l'origine, il y a 10 ans, il y avait vraiment un déni de la science du climat qui était vraiment présente dans les médias. Et là, on a vu une bascule où ce déni de la science, il est finalement présent que sur deux chaînes. C'est plutôt Sud Radio et CNews pour les nommer, et Europe 1 un petit peu. Mais voilà, le reste, c'est plutôt des problèmes sur des sujets beaucoup plus techniques, beaucoup plus difficiles. Connaître tous les chiffres de combien on va réduire d'émissions de gaz à effet de serre si on passe à l'énergie renouvelable, etc. Enfin, c'est beaucoup plus difficile de maîtriser tous ces sujets-là. Voilà. En même temps, juste pour finir sur le précédent, il y a une diversité d'arguments qui est finalement limitée. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le monde journalistique en général. Ça veut dire qu'on peut se former et se concentrer sur ces messages, ces thèmes qui sont le plus souvent abordés pour déjà éviter peut-être 90% des fausses informations qui pourraient sinon être poussées en plateau. Alors, deuxième exemple, complètement différent, où là, on a aussi mené une étude avec une coalition d'acteurs, mais cette fois-ci, on s'est intéressé aux réseaux sociaux. Donc, c'est plus du tout les médias. On regarde sur les réseaux sociaux
ce que l'on a fait, c'est qu'on a collecté des posts, donc des vidéos ou des posts Facebook, etc., sur les 6 plateformes qui sont des Very Large Online Platforms, donc plus de 45 millions d'utilisateurs en Europe, donc régulés à l'échelle européenne, et qui doivent mettre en œuvre des politiques pour lutter contre la désinformation. Et nous avons fait cette étude dans 4 pays, qui sont listés ici, et sur 5 thèmes, puisqu'on a besoin de thèmes pour aller chercher des posts, on va le chercher avec des mots-clés, et donc on a listé des centaines de mots-clés qui appartiennent à ces thèmes: guerre en Ukraine, santé, climat, migration et politique nationale dans les 4 pays mentionnés. Voilà, on ne peut pas tout couvrir, oui. Pour bien comprendre, quand tu postes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas des posts produits par des médias traditionnels? Toutes sortes de posts qui ont pu être produits, ça peut être des médias, et il y en a beaucoup, mais c'est aussi beaucoup des influenceurs, comment on va dire. Ou... Pas de distinction du coup entre, par exemple, Le Monde qui fait un post sur Instagram, ça reste un post d'un média, pas les réseaux sociaux du coup. Si, c'est les réseaux sociaux. Oui, en fait, la distinction que je voulais faire plus tôt, c'est avant, on était sur télé plus radio. On a regardé tout ce qui se passait en télé-radio, et là, on regarde réseaux sociaux. Mais oui, effectivement, ce que l'on va trouver, finalement, c'est aussi beaucoup de posts de médias crédibles ou voilà, plus traditionnels, et on les inclut dans cette étude. On n'exclut pas les médias, mais on s'intéresse au support. Voilà. Et donc, sur les 6 millions de posts qu'on a réussi à collecter sur toutes ces plateformes, qui représentent 42 milliards de vues au total, donc c'est quand même des gros échantillons de données. Là, on est sur une étude quand même dont on est fier d'avoir réussi à mener cette étude, encore une fois avec nos collaborateurs qui sont listés ici. Et ce que on n'a pas pu faire, c'est vérifier ces 6 millions de posts un par un. Là, c'est vraiment impossible. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris un échantillon aléatoire, mais représentatif de ce qui est le plus vu sur les plateformes. Donc, ce n'est pas du pur aléatoire, c'est du aléatoire pondéré par le nombre de vues. Et donc, on a vérifié 24 000 posts là à la main, donc avec des partenaires fact-checkers dans les 4 pays. Bon, voilà, quand même beaucoup de travail, même si c'est moins que 6 millions. Mais voilà, ça représente quand même 5, peut-être même plus que 5 milliards de vues. Donc, même si on n'a que 24 000 posts, pardon, on est sur un ratio avec des posts qui sont beaucoup vus. La suite. Ah oui, non, pardon, j'ai oublié de présenter le résultat principal, qui est qu'ici, ensuite, on a demandé aux fact-checkers de catégoriser les posts dans ces 5 catégories que vous voyez. Soit c'est une information qu'ils estiment crédible, donc voilà, vraie ou provenant d'un média où il n'y a aucune apparemment problème possible. Donc là, vous voyez le pourcentage de posts qui ont été trouvés comme crédibles en fonction des plateformes. LinkedIn étant la plateforme où il y a le plus de posts qui sont jugés crédibles, Instagram aussi, et ensuite on va vers des plateformes où il y en a moins, comme X, qui est la plateforme où il y a le moins de contenu crédible. Beaucoup de contenus qui sont non vérifiables, donc c'est-à-dire c'est ni crédible, ni ça ne contient pas de fausses informations, c'est de l'opinion, c'est du commentaire politique, etc. Donc vous voyez aussi qu'il y a énormément de contenu de ce type sur Twitter. Et les catégories problématiques, c'est-à-dire le contenu abusif. Donc, encore une fois, là, c'est X qui ressort comme étant la plateforme où il y a le plus de contenu abusif, c'est-à-dire des insultes, des contenus haineux. Et le contenu de mésinformation, ce qui nous intéresse directement ici, ce sont des contenus qui vraiment contiennent explicitement une information fausse ou trompeuse. Borderline, c'est une catégorie qui ne va pas nous intéresser par la suite. Je vous le dis juste pour que vous compreniez ce que c'est. C'est des contenus qui induisent, qui supportent un narratif de désinformation sans explicitement être faux. Voilà, donc si vous voulez vraiment le détail, je laisse ça pour la lecture du rapport complet. Donc on va juste regarder ce qui relève de la mésinformation dans la slide qui suit. Voilà, donc ici ce que je vous montre, c'est ce qu'on appelle la prévalence de mésinformation, c'est-à-dire la fraction de ce qui est de la mésinformation par rapport à ce qui est de la mésinformation ou qui est non vérifiable ou qui est crédible, c'est-à-dire des contenus légitimes sur les réseaux sociaux, ce qui est non vérifiable ou crédible. Et donc la fraction de mésinformation, ce que l'on a été surpris de constater, c'est que c'est TikTok, la plateforme, qui contient le plus de ce type de contenu. Donc évidemment, c'est un ratio. Donc le fait qu'il y ait moins de contenu crédible, peu de contenu crédible sur TikTok, voilà, joue en faveur de faire apparaître plus de contenu qui est faux ou trompeur. Et ensuite, on a les autres plateformes qui vont être autour de 10% hein, globalement, aussi bien Facebook que X, YouTube et Instagram. Et par contre, un contraste, on voit que sur LinkedIn, on a beaucoup moins de fausses informations quand on fait le même exercice, hein, vraiment avec les mêmes
personnes qui déterminent les contenus. Donc on a vraiment quelque chose de structurellement très différent entre LinkedIn et toutes les autres plateformes, et quelque chose de très inquiétant sur TikTok. Maintenant, pour comprendre un petit peu plus ce qui se dit dans tous ces posts-là, la première chose que l'on peut regarder, ce sont les thèmes qui sont abordés. Donc, on est seulement sur les 5 thèmes que j'ai mentionnés au départ, mais dans tous les posts que les fact-checkers ont labellisés comme contenant une information fausse ou trompeuse, ici, on voit de quoi ils parlent, ces posts. Et la première catégorie qui est représentée, c'est la santé. Donc ça aussi, c'est un résultat qui est très difficile à obtenir si vous ne faites pas ce genre d'études, parce que ce que font souvent d'autres approches, c'est de dire que couvrent les fact-checkers, et ça nous donne un proxy de ce qui est sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas vraiment vrai, en fait. Parce que les fact-checkers, une fois qu'ils ont vu 200 fois la même fausse information sur la santé, ils ne vont pas continuer à couvrir ça. Donc ça représente quelque chose de biaisé si on regarde ce que font les fact-checkers. Mais si on regarde directement les données, on voit que la santé, c'est vraiment un volume colossal, parce qu'il y a un intérêt direct. Ce sont des créateurs de contenu qui vont forcément dire des choses fausses pour vendre éventuellement un produit ou pour gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. Donc il y a un intérêt direct. Pour ce qui est du deuxième sujet, c'est la guerre en Ukraine. Là, on imagine tout à fait que les motivations vont être différentes. C'est plutôt des acteurs politiques qui vont pousser des fausses informations sur ce sujet-là. Rapidement, sur les différentes plateformes, vous pouvez voir qu'il y a aussi des spécificités. Instagram est la plateforme où on a le plus en proportion de désinformation santé. 80% des posts de désinformation sont sur la santé. Donc quelque chose très, des visuels où les gens parlent beaucoup de traitements, de produits de beauté, de choses comme ça, où on va rapidement être sur ces thématiques-là. Et par contre, sur X et Twitter, vous pouvez voir qu'on a beaucoup plus de choses sur la guerre en Ukraine que sur les autres plateformes, et aussi sur le thème des migrations. Donc il y a des spécificités de la désinformation en fonction des plateformes. Est-ce qu'on va directement au cas Oui, on peut. Oui, on peut sauter ça si on veut, effectivement. Non, peut-être l'IA. Ouais. Alors le cas de l'IA, là, ce que l'on a fait dans cette étude-là, c'est qu'on a essayé de voir combien de ces fausses informations sont générées par IA. Donc on a demandé encore une fois aux fact-checkers, à chaque fois qu'ils ont détecté quelque chose de faux ou trompeur, d'indiquer si c'est effectivement généré par IA. Pour ce qui est des images et des vidéos, c'est relativement facile, on va dire, pour des experts. Et donc, ce que l'on voit, c'est que c'est un phénomène aussi qui est assez important. Environ 20% des contenus qui sont trompeurs, qui contiennent des fausses informations, sont aujourd'hui générés par IA sur YouTube et TikTok. Donc c'est beaucoup moins vrai sur les autres plateformes, mais sur ces plateformes-là, vidéo, il y a une explosion vraiment, puisque encore une fois, il y a 2 ans, ça n'existait pas du tout, ce phénomène. Donc on peut s'attendre à ce que ce phénomène-là prenne encore plus d'ampleur. Là, ce que j'ai montré juste sur le côté, c'est un vrai docteur, c'est une vraie personne, ce professeur Erkber, mais qui a été détourné, dont l'image et la voix ont été détournées par des créateurs des informations pour lui faire dire des choses fausses, pour vendre des suppléments alimentaires, des choses comme ça. Donc là, ça va être quand même très difficile de détecter ce genre de choses. D'ici 1 an ou 2, on va être vraiment noyé dans ce genre de contenu. Et là, en l'occurrence, il avait essayé auprès de YouTube France de faire... Oui. C'est ça, tout de suite, il s'est plaint auprès de YouTube France. Ils ont d'abord fait la sourde oreille, c'est ce que j'écris sur la gauche. Et ça a nécessité une escalade vraiment au niveau de la direction de YouTube France pour qu'ils disent « Ah, effectivement, ça viole nos politiques ». Donc, tout ça pour mettre en évidence la non-coopération des plateformes qui, finalement, pour eux, se font de l'argent sur ce genre de contenu. On peut passer ça si on veut gagner du temps. Une étude de cas directement. Oui, ok, très bien. Passons aux études de cas. On a fait 2 études de cas, en fait. Oui. Non, mais vas-y. Une en santé, une en environnement. Ouais. Alors là, ce que je voulais faire, pour l'instant, j'ai parlé beaucoup de chiffres et de choses très abstraites. Ce que je voulais faire maintenant, c'est aller plonger dans un cas, un cas sur la santé, un cas sur le climat, et vous expliquer de manière plus fine qu'est-ce que l'on fait comme travail quand on fait ce travail de vérification. Donc, l'affirmation que j'ai sélectionnée ici pour le côté santé, c'est cette affirmation selon laquelle le paracétamol pris pendant la grossesse peut causer l'autisme chez l'enfant. Donc ça, c'est une affirmation. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit, oui, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. C'est plausible. Et il y a effectivement,
pourquoi on peut y croire. Il y a certaines études qui vont aller potentiellement dans ce sens-là. Voilà, il y a la FDA qui a réagi sous l'administration Trump, évidemment. Il y a beaucoup de posts sur les réseaux sociaux et voilà, c'est venu des réseaux sociaux et ça a été amplifié jusqu'au sommet, on va dire, aux États-Unis, puisque le président lui-même a dit, voilà, c'est ça la vérité. Donc, comment on fait notre travail, si tu peux passer à la suite, quand on doit vérifier ça? La première étape, c'est on essaye déjà de trouver les études en question, de bien les lister pour faire le travail proprement. On ne va pas essayer de contredire instinctivement tout ce que dit Trump. La première chose, on va dire, est-ce que c'est soutenu? Et la première chose que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des déclarations de scientifiques qui expriment une inquiétude sur le sujet. Donc c'est légitime d'avoir une inquiétude sur le sujet. Ensuite, on a vu qu'il y a des méta-analyses, donc c'est-à-dire des analyses de plusieurs études scientifiques. Donc c'est toujours par là qu'on commence. S'il y a une méta-analyse, ça veut dire que c'est une synthèse de beaucoup de travaux de recherche. Donc c'est de meilleure qualité. Et effectivement, ces méta-analyses concluent à une association. Donc elles voient qu'effectivement, il y a un lien entre le fait de prendre du paracétamol et le fait d'avoir un enfant qui a l'autisme. Et ensuite, il y a d'autres études, par exemple sur le fait qu'il y ait de ce paracétamol dans le sang des cordons ombilicaux de bébés qui ont de l'autisme. Donc, il y a quelque chose de légitime derrière. La deuxième chose que l'on fait, c'est ensuite d'aller regarder la réponse des autorités sanitaires. Et dans ce cas-là, on va déjà avoir une sorte de contrepoint, puisque que ce soit aux États-Unis avec la FDA ou en France, eux sont plutôt du côté conservateur en général. Tant qu'il n'y a pas de lien établi, on est sur, il n'y a pas de preuves. Et donc on a déjà un premier élément à apporter en réponse à l'affirmation. Si quelque chose était aussi évident, ces organismes-là l'auraient effectivement repris à leur compte. Et ensuite, ce que l'on a fait, c'est qu'on a regardé les limites de ces études. Donc, on peut le faire nous-mêmes quand on a l'expertise dans ce domaine, mais en général, on préfère aller demander à des scientifiques du domaine de nous aider à décortiquer ces études. Et là, ce que l'on a fait ressortir dans notre article, que vous pouvez lire en bas ici, c'est que la première chose, ce sont des études observationnelles. Ça, c'est très important, parce qu'une étude observationnelle, en général, ça nous permet juste d'avoir une alarme, de voir qu'il y a peut-être quelque chose de problématique, mais ça n'établit jamais un lien de causalité. Parce que quand on observe dans quelque chose de très complexe, on va avoir plein de facteurs qui rentrent en compte, et donc on n'arrive pas à isoler la cause et l'effet dans ce genre d'études. On ne peut pas dire quelle est la cause. La deuxième chose, c'est qu'il y a certaines de ces études qui ont utilisé l'autodéclaration, et donc on sait que c'est pas forcément extrêmement fiable de demander est-ce que vous avez fait ceci ou cela. Les personnes ne se souviennent pas forcément. Pareil, l'étude sur le cordon ombilical n'est pas représentative forcément d'un mécanisme qui pourrait expliquer l'autisme. Ce n'est pas parce que vous avez du paracétamol au moment de la naissance, vous avez peut-être pris quelque chose juste pendant 24 heures. Ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir expliquer un mécanisme forcément a priori long, qui va s'établir sur toute la grossesse. Et donc, c'est une donnée de faible qualité. Ça ne va pas beaucoup nous approcher de notre hypothèse, comme je disais précédemment. Et finalement, le plus important, je vais en parler dans la slide qui suit, ce sont les facteurs de confusion. Donc, les facteurs de confusion, c'est les autres, dans cette réalité complexe que je disais, qu'est-ce qui cause l'autisme? Il y a beaucoup de choses qui doivent probablement rentrer en compte ou qui peuvent rentrer en compte. Et donc, si on veut savoir qu'est-ce qui est la cause, il faut qu'on arrive à isoler seulement un élément. Et ça, ce n'est pas possible. On ne va pas dire, il y a un groupe de femmes, vous allez prendre du paracétamol, et un autre, on va dire, vous n'allez pas le prendre. Il y a des enjeux éthiques. C'est très problématique de faire ce genre de choses, notamment si on pense qu'il y a un risque. On ne peut pas le faire. Et donc, il faut des études intelligentes, finalement, et c'est ce que l'on a trouvé ici. Donc, on a trouvé une étude de grande ampleur avec beaucoup d'individus. Ça aussi, c'est important pour la puissance statistique. Plus vous avez d'individus dans l'étude, et plus vous pouvez dire avec une grande confiance que vous approchez d'une hypothèse ou de l'autre. Mais aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé les fratries. Et donc, ça permet d'éliminer plein de variables qui pourraient influencer sur l'autisme. Et donc, quand ils comparent des fratries, ils vont vraiment comparer, est-ce que au sein d'une même famille, il y a la mère peut-être a fait le même comportement et un enfant va avoir l'autisme versus non.
Donc, dans cette étude-là, ils ont réussi à isoler ce genre d'éléments qui pouvaient sinon interférer. Et ils se sont rendus compte que quand ils contrôlent ce mécanisme-là des fratries, l'association disparaît. Et ça, c'est un élément très puissant pour dire qu'effectivement, il n'y a pas de lien de cause à effet, mais il y a plutôt des liens indirects. Et c'est ce que j'illustre dans la prochaine information. Donc voilà, finalement, les facteurs de confusion. Si on a un lien qui est réel entre le fait de prendre du paracétamol, et on observe que ceux qui prennent du paracétamol, ils ont aussi des enfants avec de l'autisme, on pourrait tout de suite se dire c'est un lien de cause à effet, alors qu'en réalité, il peut y avoir un facteur de confusion qui est la cause des deux. Donc, par exemple, une maladie de la mère qui cause des douleurs et qui explique l'autisme. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très fréquent. On va très souvent avoir des études d'observation, de corrélation entre deux choses, et tout de suite, dans la presse, on va avoir, de manière induite un petit peu, un lien de causalité qui est injecté, alors qu'il ne devrait pas l'être. Oui. Oui, non, j'étais en train de me dire un truc. En fait, là, c'est pas parce que vous êtes en train de démontrer, c'est pas parce qu'il y a du paracétamol, que les deux mamans ont pris du paracétamol. C'est-à-dire que la maman qui prend du paracétamol, mais qui n'a pas cette maladie maternelle, a priori, voilà, il n'y a pas de raison que. En fait, c'est ça la vraie raison, en fait. Oui, a priori. A priori, la vraie raison, c'est la maladie. Voilà, c'est ça. Pas le fait, on peut prendre du paracétamol ou ne pas. Voilà, le paracétamol n'est pas un lien d'explication. C'est juste quelque chose que l'on observe dans les deux cas. Voilà, c'est ça. Et ça, les scientifiques sont assez confortables avec, en général. Et donc, ils publient des articles comme ça en disant « Nous avons observé une relation ». Et beaucoup de gens... Voilà, mais chez personne, en fait. Même moi, la première chose que je vais penser, c'est lien de cause à effet. Et donc, il faut se retenir et essayer de voir si, effectivement, il y a une qualité de preuve suffisante pour établir le lien de causalité. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, c'est peut-être le plus souvent, la désinformation en sciences va toucher à ce genre de choses. Même sur le climat, il y a beaucoup de complexité. Et c'est quand on va essayer de vraiment simplifier, de ne pas expliquer tout, mais juste une chose, qu'on va faire des erreurs sur mettre une causalité là où elle ne devrait pas l'être. Est-ce qu'on a le temps pour le deuxième exemple ? Alors, là, ce que je voulais faire, c'est aller regarder une affirmation qui appartient au narratif que je vous ai présenté précédemment, qui est celui qui était le premier cluster, le premier narratif sur le climat dans les médias. Donc, le narratif, pour rappel, c'était les énergies renouvelables variables font exploser le prix de l'électricité. De manière plus précise, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Un des exemples dans les 125 exemples qui étaient rattachés à ce narratif, c'était par exemple celui-ci. Une affirmation de Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, si on continue à appliquer la PPE, c'est 20 milliards par an de plus pour compenser le surcoût des éoliens, et on va payer 6 milliards par an pour le raccordement de ces éoliennes. Bon, là, c'est plus standard. Qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de vérifier d'où viennent les chiffres et de vérifier si effectivement il y a inexactitude ou pas, ou si les chiffres sont corrects. On a encore une fois tout un article. Je vous condense finalement la conclusion de la réponse d'experts qu'on a juxtaposée dès l'introduction de notre article ici. C'est que finalement, ce que nous disent les experts de ce domaine, c'est que le soutien à l'éolien terrestre est neutre pour les finances publiques. Donc finalement, peut-être la première chose que l'on peut voir, c'est que ce qu'a oublié l'orateur ici, c'est de mentionner les coûts et les bénéfices. Et ça aussi, c'est très, très souvent quelque chose que l'on observe. Quelqu'un qui est biaisé va se dire « je veux dégommer telle industrie, je vais me focaliser sur juste une partie de la réalité qui est plus vaste. » Donc là, ici, on ne parle que des coûts et on ne parle pas des rentrées finalement d'argent, puisque le fait de vendre des concessions, etc., ça fait rentrer de l'argent pour les finances publiques. Alors, de manière plus générale, dans toute cette affirmation, ce que l'on fait aussi dans notre article, ce n'est pas juste de se focaliser sur ce qui est faux, mais d'être juste pour l'affirmation et donc d'essayer quand même de voir toujours l'origine, la part de vrai dans ce qui est affirmé, d'où ça vient, pourquoi on peut faire ce genre d'affirmation. Et effectivement, faire des éoliennes en mer, ça génère des coûts. Il ne faut pas dire non plus l'inverse. Il n'y a aucun coût et ça ne génère aucune augmentation. C'est juste que les chiffres qui sont donnés, a priori, sont exagérés. Donc voilà, ici, on peut avoir des chiffres plus réalistes sur combien ça coûte de raccorder les éoliennes en mer. L'estimation qu'on a pu trouver, c'est 2,5 milliards d'euros par an.
et 0,6 pour les énergies renouvelables terrestres. Donc voilà, on est loin des chiffres qui avaient été avancés, mais il y a effectivement un fond de vrai. Et on peut avoir une hausse du coût final que vont payer les personnes de l'ordre de 15% qui vient de ces coûts de raccordement qui derrière sont distribués dans les factures d'électricité. Donc voilà, on ne nie pas entièrement le phénomène, mais 15% d'augmentation, voilà, c'est ça la réalité vis-à-vis de quelque chose d'autre qui peut être avancé. Et donc effectivement, il y a des besoins d'investissement, mais ce sont des investissements, pas forcément des coûts. Donc ça aussi, c'est important de le souligner. Finalement, du côté de ce qui est trompeur, dans notre article, ce que l'on a listé ici, c'est le fait que, et ce n'est pas mentionné dans ce genre d'affirmation, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, on se focalise que sur une partie de l'équation, mais pas sur le reste. Et donc les énergies renouvelables, un de leurs effets, c'est de diminuer le prix de gros de l'électricité sur le marché européen. C'est-à-dire on injecte quand même de l'énergie qui n'est pas chère, à grande échelle, et donc on fait baisser le prix de marché. Par contre, on va augmenter des coûts de raccordement. Donc voilà, déjà, il y a deux parties dans l'équation. On va avoir une énergie qui est moins chère de base, mais elle est plus chère pour aller la chercher. Enfin, voilà. Ce que l'on essaye de faire, c'est de présenter la réalité dans toute sa complexité et ses différentes facettes, et pas simplement de vérifier un chiffre et est-ce qu'il est factuellement faux uniquement, mais d'apporter le contexte nécessaire. Alors, dernière chose, ici, ce que je voulais illustrer aussi, c'est un travail que l'on a fait sur essayer d'aller chercher l'origine de ces narratifs. On n'a pas envie de simplement regarder ce qui est vrai, ce qui est faux, mais essayer de comprendre le phénomène aussi. Et donc, ce que l'on a fait dans notre étude sur les médias, Climate Safeguards, on a cherché tous les narratifs, simplement sur Google, et on a essayé de trouver les occurrences de certains chiffres clés, etc., les plus anciennes, pour essayer de trouver la source. Alors, on ne dit pas qu'on a trouvé la source, mais on a essayé à chaque fois de retracer. Et il se trouve qu'on a trouvé sur l'IFRAP, un site d'un think tank français, pratiquement tous les thèmes de désinformation que l'on retrouve dans les médias des années plus tard. Et donc voilà, on s'est un peu amusé à regarder la chronologie de ce qui se passe. Une des premières choses, c'est que la fondation IFRAP a été soutenue par le réseau Atlas, un réseau plus international, assez connu dans le monde de la désinformation. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Il y a aussi des liens, des influences qui viennent des États-Unis. Et on trouve ce premier narratif en 2020. C'est intéressant. D'une certaine manière, ils ont préparé un terrain en disant, à cause des renouvelables, on crée des risques de blackout. Et quand on a eu un blackout en Espagne et au Portugal l'an dernier, tout de suite, instantanément, le jour même, on avait des experts partout qui disaient « c'est les renouvelables ». Il se trouve que l'étude des experts a été publiée l'an dernier. C'est ça le problème avec la science. Ça prend du temps, c'est long. La semaine dernière ou il y a 2 semaines, et qui dit non, ce ne sont pas les renouvelables. Mais entre-temps, il s'est écoulé 8 ou 9 mois. Et voilà, ceux qui sont prêts à remplir le terrain avec des arguments qui sont fallacieux, mais qui sont prêts, qui sont là, avec des faux experts, ils arrivent en plateau et ils installent leur narratif tout de suite. Donc voilà, assez intéressant de voir que dès 2020, ce sont des acteurs qui avaient préparé des arguments qui ont été ensuite observés. Ensuite, en 2021, on a beaucoup de choses sur un chiffre clé, là, le 40% qui revient, on le voit ensuite partout dans les médias. Donc on se dit, ce sont des acteurs qui ont créé des arguments clés en main et qui ensuite vont essayer de les répandre un peu partout. Et encore une fois, ici, ce chiffre en 2025 qui apparaît sur ce site de 300 milliards d'euros. Et ce chiffre de 300 milliards, finalement, il va être utilisé pour tout et n'importe quoi. On va dire que c'est le coût, que c'est le surcoût. C'est un peu un chiffre magique qui, derrière, est réutilisé. Et il y a une sorte de faux fondement de réalité qui est donné par ce genre d'institut. Et ça permet de comprendre un petit peu que ce n'est pas des choses qui sortent de nulle part. Il y a des acteurs, des agents de création de narratifs qui ont un intérêt politique ou économique et qui vont ensuite se placer dans les médias. Et donc, on pense que ce genre d'étude est très importante pour s'armer et mieux combattre ce phénomène. Juste là-dessus, celle qui incarne aujourd'hui la Fondation IFRAP, je ne sais pas si vous avez en tête, c'est Agnès Verdier-Molinier. Donc voilà. Vous avez sûrement déjà vu son visage et ses propos dans les médias. Et elle est très régulièrement chroniqueuse pour Europe 1 aujourd'hui. Et par ailleurs, elle a eu son rond de serviette dans Le Point. Enfin, ça fait une sorte de chambre d'écho là aussi intéressante.
Et donc, je trouve ça hyper intéressant que vous ayez réussi à montrer qu'elle avait un lien dès le début, là, dès 2015, et que, en fait, de montrer que ces narratifs-là, ils sont qui prennent de plus en plus d'ampleur. Et effectivement, dès qu'il y a eu le blackout en Espagne, c'était totalement. Enfin, dès le soir, on avait plein d'experts en plateau. Là où nous, moi, j'étais expertise climat à l'époque, on avait du mal à faire venir des experts, des vrais entre guillemets légitimes sur ces sujets-là. On a eu un mal de chien à leur dire, mais allez-y sur les plateaux parce qu'il faut réagir, il faut expliquer, il faut montrer justement qu'on n'est pas en mesure de tirer des conclusions aussi hâtives. Et nous, nos chercheurs, ils voulaient pas y aller. Et eux, ils étaient déjà là. Enfin, c'est aussi ça la difficulté, quoi. Et on voulait vous proposer, avant de passer la parole à Sophie et de voir un propos un peu plus incarné sur aujourd'hui, quand on est dans un média, notamment télé-radio, c'est là où c'est le plus compliqué parce qu'on a moins de temps. Comment on fait ? Eh bien, on voulait vous proposer un petit exemple plus simple, assez commun. Alors, c'est pas pour afficher, comme disent les jeunes, le docteur Jimmy Mohamed, je crois que c'est ça son nom. Vous confirmez, vous connaissez ? Parce que par ailleurs, je crois qu'il fait quand même un bon. Donc on va en reparler. Je ne veux pas non plus l'accabler. Mais là, en l'occurrence, il a fait une chronique qui racontait que donc dans sa chronique quotidienne sur RTL, donc quand même grande écoute, ça reste des médias très très influents, que le safran donc faisait aussi bien qu'un antidépresseur, et donc il y allait là-dessus gaiement, aisément. Et donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de voir. En plus, effectivement, ça a fait un petit carton d'audience derrière sur les réseaux sociaux, de voir un peu comment on peut fact-checker cette info. Donc, méthode rapide. Là, j'ai vu qu'il y avait quelques journalistes scientifiques dans la salle qui connaissent ça par cœur, n'est-ce pas, Émilie ? Mais première étape, identifier effectivement, avant toute chose, qui parle, à quel titre, depuis quelle plateforme. Est-ce que je reconnais l'une des techniques flic dont on a parlé au début ? Quel est le registre du contenu ? On va voir que ça a un intérêt. Quelques petites méthodes. Alors, en France, si vous voulez vérifier le statut d'un médecin, on a ce qu'on appelle le tableau de l'ordre des médecins, qui est c'est l'une des missions réglementaires de l'ordre des médecins, c'est de tenir à jour ce tableau. Et donc, vous avez sur leur site internet, qui n'est pas très ergonomique, mais enfin quand même, la possibilité d'aller vérifier si le médecin est en règle. Et on a l'équivalent dans tous les autres États européens. Il y a dans chaque État européen un ordre des médecins, plus ou moins les mêmes compétences, mais en tout cas, ils ont à charge généralement d'établir ce tableau. Pareil pour les chercheurs, vous avez ce site internet avec un onglet recherche d'auteur qui vous permet d'aller chercher. Moi, je me suis amusée à le faire, par exemple, pour Christophe Cassou, qui est un grand climatologue français, pour voir toutes ces études, ce qu'il avait publié depuis qu'il est chercheur. Et puis après, on a des méthodes qui sont plus ou moins complexes, mais si vous avez envie de creuser ces sujets-là, ça peut être intéressant d'aller se former. Il y a notamment la méthode CRAAP, c'est de l'anglais encore, qui est utile comme une. Si vous avez envie, j'avais récolté quelques mails, j'avais envoyé un formulaire, donc je pourrais vous l'envoyer après, mais c'est une méthode qui vous permet d'aller d'aller justement checker différents sujets, donc la currency, relevancy, bon. Je parle mal anglais, donc je m'arrête là. Après, il y a une autre méthode qui a été mise en place par Aude Favre pour l'association FAKE-OFF. Donc là, c'est un peu plus de l'éducation aux médias, à l'information, mais ça peut être intéressant d'en parler. Elle appelle ça la méthode STAR. Pareil, c'est en français. Source, travail d'enquête, auteur, rigueur. Et puis, il y a d'autres techniques que les fact-checkers scientifiques utilisent régulièrement, SIFT ou les critères Raven. Mais en gros, c'est un peu toujours quand même la même chose. Aller voir qui parle, est-ce que c'est actuel, quel est l'objectif, quels sont les conflits d'intérêts, quelle est la valeur des études, comme on a parlé là, Emmanuel. Donc nous, en l'occurrence, notre ami Jimmy, lui, effectivement, alors je voudrais pas trop être de mauvaise foi parce que c'est un peu le propos d'un chroniqueur aussi radio, mais en l'occurrence, lui, il est médecin généraliste vraiment. Il n'est pas chercheur, il n'est pas psychiatre, il n'est pas auteur évidemment non plus de l'étude citée. C'est une première étape. Il parle depuis une plateforme qui est donc RTL, un canal de diffusion important, la radio, Facebook, logique d'audience, partage évidemment, format court, ce qui n'est évidemment pas la logique scientifique, avec un registre très enthousiaste, c'est sa chronique. On en parlait ce midi avec Emmanuel, c'est un peu le propos aussi, c'est que ça va beaucoup mieux sa chronique. Donc forcément, c'est un peu positif. Et ça, on peut peut-être, interroger les dispositifs médiatiques qui visent justement à faire du positif. Et puis, est-ce qu'on peut identifier des techniques flics ? En l'occurrence, oui, parce qu'il y a vraiment du cherry picking. En l'occurrence, cette étude, elle est citée, mais il a vraiment dans sa chronique ignoré à la fois le fait que l'échantillon est réduit, on le verra après, que ce sont seulement des résultats préliminaires et que ce fameux safran n'agit que sur la dépression légère. Donc c'est quand même pas du tout ce qu'il laisse entendre au début.
Oui. Je voulais savoir, parce que c'est vrai que là, on a juste le titre. Oui, je l'ai pas. Quand il dit le safran fait aussi bien qu'un antidépresseur, parce que moi, a priori, j'ai pas de. Enfin, voilà, je n'ai pas d'a priori, parce que c'est une Ouais. bon, j'en sais rien. Mm. Mais est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est limité? C'est-à-dire, est-ce que c'est restrictif? C'est exactement. C'est plutôt restrictif, on va le voir ensuite, mais effectivement, ce qui est faux, c'est que c'est un enfin, ça marche sur les dépressions, dans l'étude on le montre, modérées à légères, mais en l'occurrence pas sur des dépressions. Exactement. C'est à la fois le titre de la chronique, ouais. Oui. Pas mal de trucs scientifiques. C'est pas toujours faux en soi, c'est pas toujours complètement faux. Mm. Mais il y a des raccourcis Ouais. qui font qu'on pense que si on a une dépression, par exemple, sévère, Ouais. ça prend, Voilà. Et éventuellement, on va, dans le cadre des cancers, ne plus prendre son traitement. Dans le cadre de la dépression, ne plus prendre. Enfin, c'est ça. En fait, derrière, c'est des conséquences. Mais là, en l'occurrence, alors effectivement, il y a le titre qui est raccourci. Mais au-delà de ça, quand même, dans l'étude, la chroniqueuse en plateau qui le relance lui dit, mais ça marche, y compris sur des dépressions un peu plus lourdes, et il y va. Oui, oui. Alors que c'est pas ce que dit l'étude. Donc, autre évidemment étape, c'est l'étape de sourcer. Donc là, on a, Emmanuel en a parlé, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est quoi comme type d'étude? Donc là, tu parlais d'une étude observationnelle, il y a d'autres types d'études, je les connais pas toutes par cœur. Mais... Les essais cliniques, typiquement. Essais cliniques où on va dire, on prend 2 groupes et on leur administre quelque chose. Et là, on peut aller sur du causal, puisque forcément, les différences qu'on va observer vont être dues à la seule différence qu'on a introduite, c'est le médicament ou la substance qu'on teste. Ouais. Oui. Devant l'ordre des médecins ou devant le CDJM. Oui, parce que l'ordre des médecins, déjà que sur les violences. Parce que les fact-checkers, les médecins qui ont dit des bonnes choses pendant le Covid sont récemment passés devant le Conseil de l'ordre. Exactement. Ouais, vas-y, je t'en prie. Il y a un temps de latence, quoi. Au pire, alors, Covid, c'est pour ça qu'on se posait la question, est-ce que c'est de la désinformation, trompeur, haïtien, ou est-ce que c'est de la mésinformation, un peu non intentionnelle? Moi, je trouve que c'est le dispositif médiatique en soi qui est problématique, là. C'est-à-dire que ça va beaucoup mieux. Ok, donc en fait, il faut qu'ils trouvent des trucs dans les études scientifiques récentes qui vont faire ça va beaucoup mieux. En réalité, c'est peut-être ça le problème. Au-delà du docteur Jimmy Mohamed, qui par ailleurs bosse bien, enfin, on va pas l'accabler lui, mais ou qui a fait des super chroniques par ailleurs, j'en doute pas. C'est un médecin. Franchement, je sais pas, toi, si tu as des... Ouais... Mais c'est plus qu'il va aller chercher des trucs, et c'est un peu ça le Dr Good de Michel Simès. Il y a ce truc en santé où il faut absolument aller réveiller le patient, lui donner des espoirs à vivre. Non, mais c'est normal aussi. Mais je trouve que du coup, derrière, ça induit des fois des raccourcis et des démarches trompeuses. Donc là, je trouve que c'est plus de la désinformation, enfin de la mésinformation, pardon. Mais bon, après, c'est un... Mais comme toutes ces études sur le café, un jour on a sur les bienfaits du café, puis le lendemain on a une autre étude sur les méfaits du café. Ouais, on s'y perd. Et en fait, on s'y perd. Et dans ces infos magazines, dans les JT ou sur les plateaux. En réalité, toutes les études n'ont pas vocation à être médiatisées, vulgarisées. médiatisées parce que la recherche est en cours, par définition. Le problème, c'est... Donc on ne sait pas exactement, voilà, ça avance. Mais là, j'en profite parce qu'Émilie était là. Émilie, elle travaille, enfin, on a travaillé ensemble. Elle travaille pour le journal, notamment, enfin, plein de journaux, mais notamment le journal de l'Institut Curie. Et là, il s'agissait d'aller informer des malades, souvent, en l'occurrence des donateurs, mais aussi des malades. Et Émilie, son travail, c'était justement d'aller tous les trimestres chercher dans le fait de faire une sorte de revue de littérature de toutes les études scientifiques parues sur ces sujets, et justement d'extraire ce qui avait un intérêt, les études qui étaient rigoureuses, sourcées, fiables. Et parce que derrière, il y a un enjeu fort d'aller effectivement informer, comme tu le disais, sur des malades. Voilà, donc typiquement, c'est ce que tu faisais. Donc aller chercher les études, les sources. Vous avez des bases de données référencées, notamment en santé, ça c'est assez clair. Sur le climat, c'est moins clair. Je trouve qu'il y a moins comme dans les enjeux climat et enjeux santé et biomédical. Mais évidemment, si une étude cite, c'est peut-être aller voir la qualité de la biblio, par exemple. Si une étude cite pas l'IPBES en biodiversité, le GIEC en climat, etc. C'est dur de donner une règle absolue, c'est ça qui est embêtant. On ne peut pas dire la méthode magique c'est ça. C'est a priori, la seule méthode qu'on a vraiment nous, c'est d'aller chercher des experts du domaine et de discuter avec eux de l'étude en question pour aller décortiquer qu'est-ce qui pose problème ou quelles sont les limites, tout simplement. Moi j'ai quand même une difficulté, et
et ça j'ai travaillé longtemps au magazine de la santé, donc c'est une problématique que je connais, mais tout ce qu'on est en train de voir quand même au fond, ça prêche des convaincus. C'est-à-dire que quand par exemple on te dit mais c'est écrit dans une Lancet ou dans le PNAS, en fait ça ne va, seuls les gens qui croient vont dire ah bah ok, ils vont considérer, en fait on est toujours en train d'employer l'argument d'autorité. Et moi la question que je me pose c'est comment faire pour convaincre, ou en tout cas pour expliquer, il faut convaincre, mais au moins pour expliquer, pour montrer les contradictions à des gens qui sont... Biais d'autorité, biais de confirmation. Parce qu'en fait, on devrait pouvoir, si on lutte contre la désinformation, on devrait pouvoir parler et faire entendre ces arguments à tout le monde, y compris ceux qui ne croient plus en ça, mais leur démontrer que... Et c'est là où je me dis, mais comment on fait ça Principalement, je pense que c'est le messager qui compte. C'est-à-dire que nous, ce que l'on fait, c'est on n'est pas des messagers. On est plutôt quelqu'un on crée un socle de connaissances. On dit, ben voilà ce qui, si vous voulez répondre à tel type d'argument, voilà en gros la base, on va dire. Mais idéalement, ce qu'il faut ensuite, c'est que un messager qui a la confiance d'une certaine communauté dise, ah ben je vais prendre ce message et je vais le donner à ma façon dans mes followers qui me font confiance. Ouais. Ce qui s'est beaucoup créé sur les réseaux sociaux, c'est ça, c'est des relations de confiance entre des influenceurs et une communauté. Et nous, on ne peut pas forcément faire ça. Et dans une certaine mesure, les médias ont aussi du mal à aller spécifier leurs propos pour chaque audience. En fait, c'est la différence entre, mais c'est un peu la différence entre ce qu'on appelle en information l'éducation aux médias et à l'information, qui est supposé nous apprendre à réfléchir, à exercer notre esprit critique, etc., et le fact-checking. Parce que le fact-checking, en réalité, bien souvent, il convainc ceux qui sont... Loi de Brandoni, il faut 10 fois plus d'énergie à fact-checker qu'à... Après, on en parle un tout petit peu après, c'est la problématique pour un média du pré-bunking et du débunking. L'enjeu de fact-checker une fois qu'information virale a effectivement convaincu les cerveaux, n'a pas convaincu les cerveaux, ou va toucher les biais cognitifs, comment on fait et donc l'idée, c'est de faire du pré-bunking et d'avoir suffisamment, on n'en a pas beaucoup, suffisamment d'informations santé, sciences, climat dans les médias pour que la bonne information passe, diffuse la culture scientifique irrigue nos citoyens. Le problème, c'est qu'on en a de moins en moins des informations, enfin des émissions de qualité sur ce sujet-là. Donc, c'est un problème. Voilà, juste quelques petits outils. Vous verrez, il y a une recherche inversée. Donc ça, c'est quand on a besoin de travailler sur des images. On a un outil pour les vidéos. Voilà, et puis les sources institutionnelles ou académiques. Bon, là, en l'occurrence, c'était publié dans une revue d'actualité de lecture, mais avec des résultats préliminaires seulement, et que par 139 patients quand même, c'est traité seulement. Et puis, le problème, c'est qu'il était quand même question d'un conflit d'intérêt qui était potentiel, qui était non mentionné, puisque le complément testé était une marque commerciale. Et enfin, ce qui a disparu entre l'étude et la chronique, c'est que c'était efficace seulement sur dépression légère à modérée, que c'était un effet complémentaire aux antidépresseurs, dépresseurs, mais évidemment pas en remplacement. Et bon, dernière chose, recoupée, et donc en l'occurrence là, ça a été recoupé, il y avait déjà eu un fact-checking par l'AFP Factuel qui est quand même très efficace, c'est un peu aussi, comme vous, ça a l'air de feedback, il y a une newsletter santé, il y a une newsletter climat qui vous permet toutes les semaines d'avoir toutes les études que vous avez faites en fact-checking santé, climat. Voilà. Donc effectivement, deux stratégies complémentaires différentes. Effectivement, le pré-bunking, c'est plus efficace. Le problème, c'est qu'encore une fois, on en a de moins en moins dans les médias. En tout cas, les grands médias, il y a quand même chaque année des émissions qui sont remises en cause, notamment des émissions scientifiques. Donc ça, c'est un problème et il faut se mobiliser à chaque fois. Nous, on a un exemple de pré-bunking efficace, quand même, c'est le journal Météo Climat de France Télévisions. Donc tous les soirs, après le JT, carton d'audience, alors ça ne représente pas tous les Français, évidemment, tout le monde n'arrive pas à la télé à 20h, mais enfin, il y a quand même encore 5 millions de téléspectateurs devant TF1 et 3 millions A4 devant France Télé. Et donc bref, tous les soirs, on a cette chronique où on a un scientifique qui est invité pour répondre à une question d'un téléspectateur sur un enjeu environnemental. Biodiversité, climat, ressources, eau, etc. Donc ça, c'est quand même un pré-bunking assez efficace. Il faudrait la même chose sur la santé. Enfin, je vois pas, en fait. Il n'y a pas. En fait, il y a des émissions. Il y avait des émissions. Il y a des émissions de santé. Alors on appelle ça pré-bunking, mais en fait, c'est de l'éducation à la santé. Oui. C'est ça, donc. Oui, c'est des plateaux. Ça s'est arrêté le magazine de la santé. C'est ça. Ouais. Toujours. Ça existe, mais c'est moins. Ça existe. C'est plus Michel Simès, c'est Marina Caravant. Ouais, Les gens regardent. ouais, c'est ça, on en entend. Ça s'est complètement arrêté. Il me semble. Non, mais bon,
qu'Arère, elle est partie. Il me semble, hein. Si tu veux intervenir, il reste un quart d'heure. On fait des questions, je pense. Il y en a. Et d'ailleurs, entre Gunking, TF1 fait un bon boulot là-dessus. Très régulièrement, ils ont une capsule d'autres planètes dans le JT. Donc ça veut dire tous les soirs, régulièrement, on a une très belle, avec des journalistes qui sont formés. C'est quand même assez sérieux. D'ailleurs, lui, Yannick Lézard, c'est un journaliste de TF1 qui fait. Ah oui, super. Innovation. C'est des cartons vidéo derrière, sur les réseaux sociaux. Avec la réalité virtuelle et la 3D, il met en scène des enjeux climat et c'est quand même assez bien. Mais justement, à contrario, je peux parler de l'exemple d'M6, où tous les week-ends, il y a une rubrique dans le JT qui est la rubrique Infox, avec 3 Infox qui sont donc débunkés. Et je peux témoigner qu'en fait, ça marche pas, parce que ça vient après, donc après la grande marée répandue sur les réseaux, donc c'est trop tard. Et puis 3 Infox, ça suffit pas. Il y en a eu peut-être, il y en a plusieurs centaines par semaine. Donc pourquoi celle-ci et pourquoi pas l'autre ? Donc je trouve que c'est pas tout à fait efficient. Et surtout, alors je vais vous parler chiffres, l'audience fonctionne pas, c'est-à-dire que, ça je vous révèle quelque chose peut-être qui est notre cuisine interne, qui était la cuisine d'M6, en tout cas, quand on fait cette rubrique, l'audience chute. Donc les gens, ils s'en foutent en fait. C'est problématique parce que voilà, le public peut tout à fait répandre une info et après, bon, ok, ils ont appris qu'elle était fausse, mais sans forcément vouloir savoir pourquoi, quel est le fait de la partager, je ne sais pas ce que ça produit, mais en tout cas, enfin chez eux, émotionnellement, mais en tout cas, oui, c'est le débunkage n'est pas forcément suivi. Donc, ah oui, j'ai appris qu'elle était fausse, sans savoir exactement pourquoi. Donc bon, M6 continue sa rubrique, mais je pense que c'est un affichage finalement, puisqu'elle ne produit pas forcément, elle ne porte pas ses fruits, à mon sens. Voilà. Donc là, nous. Vous avez des questions juste Oui, avant qu'on commence cette partie. Là, en fait, on va s'interroger un peu plus sur comment, quand on est journaliste, on peut, et notamment dans les faces, dans les interviews, radio, télé, où c'est plus compliqué. Ouais. Une question. Moi, je voudrais juste faire une remarque à ma collègue sur cette question de comment est-ce qu'on peut faire pour. En général, les gens qui ne nous croient pas, on ne va pas les convaincre avec du fact-checking. Non. C'est pas ces arguments-là qui vont être utiles. Je pense qu'il y a quand même un point qui est un peu important pour des journalistes scientifiques dans le domaine de la santé, c'est de lutter contre ce biais d'autorité et qu'il faut, nous, qu'on apprenne aussi à dire à nos lecteurs, nos auditeurs, que la science est quelque chose qui est en mouvement, que parfois elle libère et puis peut-être un an après elle a dit en bleu parce que les connaissances ont évolué et qu'il faut qu'on apprenne aussi à remettre en cause un peu la parole scientifique de temps en temps. Parce qu'effectivement, si quand on présente des choses qui sont a priori vraies, qu'on n'a pas checké, etc., on l'assène avec beaucoup de violence parfois aux lecteurs, ils vont pas en longtemps. Oui, il y a de la verticalité. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que, mais la question reste ouverte. Voilà. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que le safran, pourquoi pas pour une dépression modérée, bien la question reste ouverte. Ça me semble un peu plus facile d'aller convaincre. Ouais. Juste une réaction, en fait, a priori, moi c'est ça que j'ai essayé d'expliquer au départ, c'est pas la science qui s'était trompée. Je pense que même si c'est perçu comme ça, quelqu'un va dire c'est vert un jour et c'est bleu le lendemain. En réalité, c'est pas ça. C'est qu'il y a plusieurs études, il y a beaucoup d'études qui vont progressivement construire une connaissance. Et il y a eu à un moment une erreur de croire que la connaissance s'était arrêtée à un certain moment. Mais en théorie, c'est pas de la science qui a changé d'avis. C'est juste, on a accumulé des preuves. Voilà, mais l'état des connaissances était insuffisant. Si quelqu'un avait conclu que le safran était efficace, c'est pas parce que la science l'avait dit, c'est parce qu'il a cru que cette preuve, c'est-à-dire cette étude-là, était suffisante pour dire ça. Or, c'était pas le cas. C'est ça un peu que j'essayais d'expliquer au début. Il y a une accumulation de preuves qui fait qu'à un moment, on va avoir suffisamment confiance dans une certaine réalité, mais normalement, ce qu'il faut faire avant ça, c'est d'en être conscient et de comprendre que la science n'a pas encore tranché. Or, effectivement, ce qu'on voit très souvent, c'est pas ça. C'est si une étude tend à supporter une hypothèse, on va avoir tendance à dire et donc c'est prouvé. Or, c'est pas le cas. C'est une étude qui tend à supporter,
Mais voilà, il peut y avoir encore d'autres études, il y a encore de la place pour changer de compréhension, pour affiner. Vous avez d'autres questions? On va pas avoir la place là, je pense, le temps, pardon. Le temps de passer ça? Tu veux pas passer ça? Peut-être. Ouais. En fait, Attends, je vais le dire. En fait, pour une fois, on va vous montrer ce qu'on peut faire, puisque la désinformation, on part du principe que c'est pas forcément de la mauvaise foi, ça passe pas forcément par de la mauvaise foi, parfois de la bonne foi, mais mal préparée de la part des journalistes. Et il existe pourtant des protocoles assez simples, qu'on peut mettre en pratique. On va vous le montrer, vous allez voir. Lucie Chaumette utilise justement quelques exemples. C'est très simple, ça paraît peu, mais ça produit et on va vous demander ce que vous en pensez. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez et surtout, est-ce que vous l'entendez? Ça ne se voit pas à l'écran. Non. Ah. On entend déjà, je pense. Là, vous entendez? Bon, alors, Le son, c'est déjà... Alors, en fait, le dispositif, c'est France Info TV, plateau. On est... donc, Lucie Chaumette, c'est une journaliste de France Télé. Elle a longtemps présenté une émission, une année, présenté une émission presque quotidienne sur l'environnement. Désormais, elle est plus en présentation, mais elle est formée sur les enjeux environnementaux. Et donc, c'est un plateau sur la véhicule électrique, je crois. Ouais, et donc c'est un journaliste qui fait partie qui est sur le plateau et qui est un journaliste dans la presse automobile. Si, la longueur de journée, si vous avez une voiture, vous êtes quasiment un assassin. Ah mais pardonnez-moi, si vous faites référence à des écologistes par exemple, puisque j'imagine que c'est ça, c'est un mini pourcentage des gens. Vous avez entendu le Parti écologiste dire ça récemment? Ah oui, David Béliard me l'a encore dit il y a 3 semaines, donc c'est tout. Ah bon? Bah écoutez, moi Dans un débat télé, pas forcément 3 mois dans un débat télé. Attendez, on va se remettre les choses au clair. Juste simplement, est-ce qu'on est bien tous d'accord que quand même en termes d'émissions de gaz à effet de serre, la voiture, c'est un des premiers points? Non, c'est faux, madame, c'est l'avion, c'est les cargos, c'est... Alors non, par rapport à l'utilisation et au nombre de personnes qui utilisent ces moyens de transport, il faut aussi remettre tout ça en page, je parle en France, vous regardez le Haut Conseil pour le climat... Mais l'écologie, c'est mondial, c'est pas que la France c'est important des émissions. Je suis d'accord avec vous que c'est mondial, je suis juste en train de vous dire... Non mais attendez, si je peux juste finir une phrase simplement, je voudrais juste vous dire qu'il y a des choses scientifiques qu'on ne peut pas remettre en cause. Quand le Haut Conseil pour le climat fait des rapports, et j'imagine que vous les avez lus, je l'espère, il y a des choses. Après, il ne faut pas tout opposer. Il ne faut pas tout appuyer. J'oppose pas tout, mais qui est le champion de l'émission de CO2 en Europe? 89 grammes de CO2 par voiture et 9 vendus, c'est la France. Qui est le pire? C'est l'Allemagne, 140 grammes. Vous irez regarder le conseil. Mais non, c'est la voiture. C'est la voiture. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut l'annuler. Mais l'avion... Il y avait une nouvelle... Donc là, on ne l'a pas vu, on l'a entendu. C'est au cours elle est arbitre. Elle a deux personnes autour de la table, cette journaliste. Mais elle n'est pas arbitre de la vérité en fait. Elle est ni caisse de résonance. C'est une passeuse de faits vérifiés. La journaliste, on est d'accord. Un journaliste, il n'est pas là pour donner la parole sans condition, finalement. Une fois qu'il a le micro, c'est une tribune, un micro ouvert. Donc, le journaliste en est responsable, en est co-responsable avec la personne qui parle. Et donc, c'est le gardien du contrat de réalité avec le public, le journaliste. Et quand il donne la parole à quelqu'un, c'est lui prêter sa crédibilité. Donc, c'est un rôle très important et c'est pour ça que ça me semblait intéressant de parler du direct, puisque on a toujours la possibilité, bien sûr, qu'en presse écrite, voire sur des sujets, des sujets froids, eh bien, de revenir, de revoir sa copie, etc. En revanche, sur le direct, comment on fait ? Comment on fait pour débunker ? Comment faire ? Là, c'est même plus du pré-bunkage. Comment on fait pour orienter un propos et surtout ne pas, en tant que journaliste, se faire balader, je dirais. Et la question est d'autant plus aiguë quand on est un journaliste généraliste. Pour les télévisions, il y a une logique d'antenne. Quand c'est Nathalie Renou sur M6, je parle d'M6 parce que ça a été ma maison des années, quand c'est Anne-Laure Coudray sur TF1, eh bien, elles n'ont pas la science infuse. Elles sont des journalistes généralistes, des présentatrices qui ont un journal à écrire et en effet, un invité qui vient dans leur journal, eh bien, elles doivent tenir l'interview
Alors, on a eu un exemple il y a peu de temps, mais là, c'était un exemple politique entre Léa Salamé et M. Lavrov. Mais là, je digresse un peu. Mais en tout cas, effectivement, le journaliste qui est là, placé là, parce qu'il représente quelque chose pour la chaîne, je parle de logique d'antenne, c'est un présentateur, c'est une star, il n'a pas toutes les clés, forcément, pour interviewer. Donc, comment va-t-il faire ? L'idéal, si je vous écoute, et c'est sûr, c'est que ce soit un journaliste expert qui interviewe, évidemment. Lucie Chaumette, là, elle est formée. Voilà, c'est ça. Lucie Chaumette qui intervient, elle a la capacité, en effet, de rebondir. Elle a cette capacité. Un journaliste généraliste, moins. Donc, il va y avoir du travail en amont. Il va falloir que dans l'oreillette, elle ait des gens qui surveillent derrière. Elle est un rédacteur en chef qui soit au fait. Elle est peut-être le journaliste expert qui lui dise là et qui lui pointe du doigt ce qui vient d'être dit. C'est peut-être ça. Là, c'est pas le cas avec Lucie. Mais être neutre, puisque on dit toujours qu'il faudrait être neutre, c'est pas laisser passer une affirmation fausse sans réaction. Évidemment, si vous ne dites rien en plateau, eh bien vous consentez. Donc il faut absolument pouvoir d'un ton ferme, jamais agressif, mais comme l'a fait Lucie. Je vous arrête sur ce point précis. Quelles sont vos sources ? Les chiffres de l'ONU ne disent pas ça. Quelles sont vos sources ? Et y aller progressivement. Quand on émet un doute, il me semble que vous le dites aussi, quand on émet un doute, même si on n'est pas expert de la question, eh bien, ça vient sortir du narratif, la personne qui écoute ou qui regarde. Donc, quand je reviens sur la neutralité, c'est important de penser à ça. La neutralité, elle s'applique aux opinions. D'accord ? Mais pas aux faits. D'accord ? Un fait, ça n'a pas de point de vue. On est d'accord ? Donc, il y a un travail en amont, bien sûr. Un travail en amont de la part du journaliste, qu'il soit généraliste ou expert. Donc, il doit construire sa fiche contradictoire. Je pensais à quelqu'un qui faisait de l'antenne. Pour chaque invité, lister ses prises de position passées, ses affiliations, ses financements. Donc, c'est du travail en amont. Et c'est vrai qu'on manque de temps dans les rédacs. Et notamment quand on présente un JT. Mais il y a des gens derrière qui peuvent faire ça pour nous. En tout cas, quand on est présentateur d'un JT ou quand on est journaliste généraliste, on peut faire opposition à sa rédaction en chef pour dire moi j'ai besoin de temps. Non, j'ai besoin de monde là pour m'aider et consolider mon propos. Il faut absolument recouper bien sûr les sources, et identifier les narratifs prévisibles. Tu parlais de narratifs. Certains invités, ils ont un script, bien sûr. Donc, il faut le repérer à l'avance. Préparer des questions pour recontextualiser chaque affirmation. Donc, tout ça, c'est du travail, en effet. Avoir ses sources primaires sur le bureau pour pouvoir, des études, des rapports, enfin, pouvoir revenir sur des affirmations, voir des déclarations antérieures de l'invité, et puis vérifier qui est vraiment l'invité. Tout à l'heure, tu évoquais une citation d'un scientifique du MIT. Ouais, je me souviens du Covid avec le professeur Montagnier. On nous rétorquait, mais Montagnier, mais non, mais sur le sida, etc. Ou Raoult. Mais voilà, ok, bien sûr, en tout cas, Montagnier a été une sommité, mais 20 ans auparavant. Donc, bien vérifier qui est l'invité, qui est l'expert et s'il n'est pas lobbyiste. Voilà, il faut que je termine là-dessus, mais le mot-clé, c'est la préparation. Si on n'est pas expert, c'est s'entourer d'experts ou en tout cas nommer quelqu'un qui sera garant de la vérification. Et les jeunes journalistes là que je vois, il faut faire pression auprès de vos rédactions en chef quand vous êtes amené à participer à ce genre de table ronde. Il faut être équipé.